14 mai 2017. À l'extinction des feux du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 à Barcelone, Sebastian Vettel, sur sa Ferrari, grille la politesse à la Mercedes de Lewis Hamilton et s'empare de la tête de la course. Mais l'attention est ailleurs, car sur la tribune du premier virage du circuit de Montmelo, un garçonnet amiénois arborant fièrement son t-shirt de la Scuderia Ferrari assiste impuissant à l'abandon de son idole, le Finlandais Kimi Räikkönen, après un accrochage malheureux avec Valtteri Bottas et Max Verstappen. Et alors que les larmes du petit garçon sont filmées en direct par la réalisation de la Formula One Management, ses parents qui l'entourent ne se doutent pas que l'histoire connaîtra une fin très heureuse. Car quelques minutes plus tard, pendant que Vettel et Hamilton s'échangent à tour de rôle le leadership du Grand Prix au cours d'une course-poursuite spectaculaire, la Scuderia envoie un membre de son équipe récupérer le petit garçon et sa famille pour les inviter à assister au reste du Grand Prix dans le stand de l'équipe, aux côtés de leur pilote fétiche. Largement retransmise par les caméras, cette rencontre entre un jeune fan et son idole a suscité des réactions très vives et virales sur Internet et les réseaux sociaux. Au soir d'un Grand Prix réussi, tant d'un point de vue sportif qu'humain, le PDG du Formula One Group, Chase Carey, s'exaltait du geste de la Scuderia Ferrari tout en précisant qu'il n'aurait jamais été envisageable encore un an auparavant sous l'ère de son prédécesseur, Bernie Ecclestone. Pourquoi ? Car toujours selon le même Chase Carey, avant la reprise du sport par Liberty Media, la F1 souffrait d'une triple carence. Aucun marketing, aucune stratégie numérique et aucun storytelling. Cette anecdote touchante est certes symbolique, mais elle ne dit pas tout de la mue de la F1 ces derniers mois. Car cela fait maintenant plus de 3 ans que la discipline, menée par Liberty Media en sa qualité de société de médias de masse, a profondément revu son image de marque et sa communication. Et je voulais, dans ce contexte, tirer un premier bilan de cette stratégie marketing et déterminer si elle porte ses fruits. Alors on s'installe confortablement, car je vais tenter de répondre à cette question dans F1 à la loupe. Déterminer si Liberty Media parvient à vendre le produit F1 à son audience implique tout d'abord de comprendre le but recherché. Et bien ce but, il est triple. Premièrement, il s'agit de démocratiser la F1 afin de brasser un public plus large, en faisant preuve de plus de transparence, d'accessibilité, tout en atténuant l'excès d'élitisme que la catégorie reine du sport automobile peut susciter. Deuxièmement, il s'agit de renouveler l'audience, c'est-à-dire cibler la jeunesse qui est susceptible de regarder la F1 plus longtemps et d'entretenir une passion plus engageante, notamment sur les réseaux sociaux. Et troisièmement, il s'agit d'asseoir les conquêtes géographiques de la Formule 1 qui est présente désormais un peu partout dans le monde, excepté sur le continent africain, mais qui peine à se démocratiser, à être populaire dans certains endroits du monde, à savoir notamment en Asie. À ce titre, rappelons que la F1 est paradoxale, ce que j'ai expliqué dans un précédent podcast dont je vais vous partager le lien ici même. Parce que si elle se réclame aujourd'hui d'un sport mondial, elle est toujours peu accessible pour une part non négligeable de son public. En fait, la mondialisation aurait dû démocratiser la discipline par la conquête de nouveaux marchés depuis le berceau européen, en Asie ou en Amérique latine. Mais la logique du profit poussée à l'extrême par Bernie Ecclestone et sa compagnie d'exploitation des droits commerciaux, à savoir la Formula One Management, a eu tendance au contraire à écarter la F1 de son grand public par 1. L'abandon progressif des chaînes de télévision gratuites au profit des chaînes câblées, et 2. Par les droits d'organisation exorbitants exigés au pouvoir public de métropoles émergentes d'Asie, avides de reconnaissance internationale, mais où l'organisation d'un Grand Prix de F1, faute de popularité, n'est pas toujours rentable. Et là, je vous invite à consulter mon podcast dédié à la disparition du Grand Prix de Malaisie qui explique en détail ce phénomène. Cette logique financière pousse même le calendrier saisonnier à bouder, voire à menacer certaines destinations européennes traditionnelles où l'engouement pour le sport automobile est pourtant au rendez-vous quasi systématiquement. Donc à des fins financières, la F1 a tendance à s'isoler de son grand public. Ajoutez à ça l'aseptisation des règlements techniques longtemps proposés par la Fédération internationale de l'automobile, le parti pris certes nécessaire du tout sécuritaire mais parfois annihilateur de spectacles, et puis surtout les périodes récurrentes de domination sportive comme celle que l'on vit en ce moment, eh bien vous obtenez une désaffection fluctuante du public. Tous ces facteurs qui sont inhérents à la nature même de la F1 ainsi qu'à ses évolutions économiques expliquent que si géographiquement la discipline s'est diversifiée, eh bien son public, lui, ne suit pas forcément la même évolution. Et c'est exactement ce à quoi Liberty Media tente de remédier, moyennant 3 initiatives majeures que je vais décortiquer ici. La première initiative vise donc à rattraper le retard colossal de la F1 sur les plateformes numériques.
Parce qu'avant son rachat par Liberty Media, la marque F1 s'était en effet distinguée par une extrême discrétion sur Twitter, Facebook et Instagram. Pire, et là ça va être l'heure du quiz, d'après vous, quand est-ce qu'est apparue pour la première fois la chaîne officielle YouTube de la Formule 1 ? Non ? Vous savez pas ? En 2015. 2015. C'est tard. C'est très tard. Enfin peu importe, parce que depuis l'arrivée du nouvel actionnaire, les différents comptes officiels de la catégorie reine du sport automobile, sur les réseaux sociaux ou sur internet en règle générale, ont été enrichis de publications destinées à rendre plus accessible et plus interactif un sport mondial resté très opaque. Ainsi, la chaîne YouTube Formula One propose aujourd'hui bon nombre de chroniques inédites, telles que des nouveaux formats d'interviews, des caméras embarquées immersives, des podcasts et autres quiz insolites visant à montrer un visage plus ouvert du sport. Donc le récent dynamisme de la F1 sur Internet et les réseaux sociaux, observé depuis 3 ans, s'est avéré plus que payant. Parce qu'avec une hausse de vues fulgurante de 48,3% en 2019 par rapport à 2018 et ses 28 millions de followers cumulés sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, la F1 est la marque sportive ayant le plus progressé sur les réseaux sociaux ces dernières années. Alors évidemment, c'est un chiffre à interpréter avec des pincettes pour la simple et bonne raison qu'il faut prendre en considération d'où la F1 partait, c'est-à-dire de pas grand-chose. Mais malgré ce manque à gagner évident, l'engagement des fans sur les plateformes de réseaux sociaux et sur le site officiel de la F1 est intense et continue de croître fortement, atteignant parfois une expansion à 3 chiffres. En outre, il est important de connaître d'où vient cet engagement. Et si on prend en considération les chiffres donnés par le Formula One Group en janvier 2020, on constate qu'en 2019, la Chine, le Brésil, le Mexique, les États-Unis et l'Inde occupaient les 5 premières places en nombre de fans internautes de la F1. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour la F1 et pour sa volonté de séduire l'audience asiatique. Mais là aussi, les chiffres sont à prendre avec des pincettes. D'une part car il faut prendre en compte la population colossale vivant en Chine et en Inde qui limite la représentativité de ce classement. Ensuite, car comme l'avait indiqué le cabinet Kantar Media dans une étude de 2018, la plupart des pays dont les internautes sont les plus engagés sur Twitter au sujet de la F1 restent de loin européens, à savoir le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et puis la France. Enfin, il ne faut pas confondre l'engagement des internautes avec une audience présentielle ou télévisuelle lucrative. Cet engagement peut être incitatif, mais il ne permet pas à lui seul de remplir les tribunes des circuits, notamment asiatiques, car d'autres facteurs rentrent en compte pour les éventuels spectateurs, des facteurs financiers notamment. Maintenant, d'un point de vue qualitatif, et si on porte un regard sur les contenus proposés, l'expression la plus aboutie de cette offre numérique renouvelée reste peut-être la création en 2018 de l'application F1 TV Pro. Car en plus de contenter le socle de fans de F1 via une expérience de retransmission immersive, la plateforme contourne l'écueil des pages de publicité et celui surtout de l'abonnement coûteux aux chaînes de télévision câblées. Notons tout de même qu'avant une division par 3 de son prix initial fin 2019, l'abonnement à F1 TV Pro en France était contraint de s'aligner sur les tarifs fixés par la chaîne câblée Canal+, retransmetteur officiel de la discipline depuis 2013. Enfin, le lancement en 2017 de l'eSport Series, qui voit les meilleurs gamers du monde s'affronter sur le jeu vidéo officiel de la F1, complète cette offre digitale. Et force est de constater, même si personnellement ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, que dans le contexte de la pandémie du coronavirus, l'e-sport a maintenu l'interaction entre la F1 et ses fans, comme en témoignent les diverses initiatives virtuelles visant à compenser l'annulation des premiers Grands Prix 2020 et qui ont permis à Charles Leclerc, Lando Norris, Alex Albon ou encore George Russell d'engager la communauté de fans de F1 comme jamais. Alors oui, le numérique est une composante essentielle de toute stratégie de communication, y compris en Formule 1. Mais seul, il ne suffit pas. Car un Grand Prix de F1 se court sur les circuits et non sur Internet. Sauf ces temps-ci évidemment. Ainsi, c'est sur place que l'offre commerciale doit être également repensée. La seconde réforme mise en place par Liberty Media vise donc à compléter l'offre promotionnelle de la F1 par des événements dérivés, présentant le sport dans un espace médiatique élargi et impactant. Au cours de chaque week-end de Grand Prix, sauf en ce moment évidemment, des activités annexes sont ainsi proposées aux spectateurs systématiquement, des tyroliennes, des ateliers d'arrêt au stand, des tours de circuit dans une supercar ou des concerts. Et en fait, tout ça permet de diluer la F1 dans une ambiance de festival bien plus vendeuse, notamment dans la plupart des pays d'Asie et du Moyen-Orient où la discipline manque encore de popularité auprès de la population locale.
C'est dans ce contexte que les célèbres DJ David Guetta et Armin van Buuren avaient respectivement été conviés à animer les Grands Prix de France et du Mexique en 2018. Et de la même manière, en 2019, le week-end du Grand Prix de Singapour avait été clôturé par le célèbre groupe de rock alternatif Muse. Au-delà de ça, longtemps sous-exploité en F1, le storytelling est également un aspect développé par Liberty Media. Les pilotes suivent ainsi un véritable processus de starification depuis 3 ans en marge de chaque course. Ça passe par exemple par l'édification d'immenses estrades et de fan zones décorées à leur effigie dans le village des fans de F1, ou par la mise en scène avec de grandes stars mondiales permettant de renouer la F1 avec une culture plus populaire. C'est comme ça, par exemple, que l'immense champion du sprint Usain Bolt avait été invité à participer à diverses animations proposées lors du Grand Prix des États-Unis aux côtés de Lewis Hamilton à Austin en 2017. Un symbole fort d'ailleurs auprès d'une population plus friande d'autres sports automobiles que la F1, tels que la NASCAR et l'IndyCar. Enfin, la composition par Brian Tyler d'un générique officiel à la consonance épique, qui rentre dans la tête pour ne plus jamais en sortir, fait partie intégrante de cette mise en scène visant à présenter les pilotes dans un contexte ultra dramatisé. Le premier emblème de ce festival de F1 romancé par Liberty Media s'est tenu le 12 juillet 2017 lors du F1 Live de Londres, un événement grand public et mis en scène au cours duquel des pilotes starifiés, encore une fois, se sont réunis pour des démonstrations inédites à Trafalgar Square. Un rassemblement gratuit qui a rencontré un immense succès puisque 100 000 Londoniens se sont amassés au cœur de la capitale britannique pour assister aux diverses animations proposées. Conscient de cette réussite, l'ancien directeur commercial du F1 Group, Sean Bratches, avait immédiatement prévenu que des événements similaires se tiendraient partout dans le monde dans le but de créer une atmosphère de festival dans les villes et à proximité des Grands Prix. Nommé événement sportif de l'année dans le cadre du Drum UK Event Awards 2017, le F1 Live de Londres a conquis un jury séduit, je cite, par la diversité humaine au sein d'un sport parfois exclusif, ainsi que par la garantie d'accessibilité et de mobilité sociale assurée à travers ce spectacle. Ce type d'événement permet sans conteste d'améliorer la démocratisation de la Formule 1, permettant à Liberty Media de remplir l'un de ses objectifs de communication et de marketing. Au-delà de ça, on observe que la starification des pilotes est l'une des clés d'une stratégie marketing offensive. Et ça, Liberty Media l'a bien compris. C'est pourquoi la firme américaine a réutilisé ce procédé sur un autre produit inédit. Le dynamisme de la F1 via les plateformes numériques, ainsi que la volonté de rendre la marque plus romancée, plus épique et plus accessible notamment sur place, sont donc les deux moyens employés par Liberty Media depuis 3 ans afin de fédérer un public rajeuni tout en consolidant le socle de fans existant. Il s'agit de 2 stratégies différentes mais complémentaires qui, lorsqu'elles s'assemblent, donnent naissance à un produit qui a été déterminant dans le regain d'intérêt pour la F1 actuelle, le documentaire Netflix Drive to Survive. Le 24 mars 2018 a donc été annoncé un partenariat inédit entre le Formula One Group et Netflix, dans le cadre du tournage d'une série documentaire dédiée aux coulisses pourtant si opaques de la Formule 1. Le but recherché par Liberty était alors clairement exprimé par son ancien directeur commercial, Sean Bratches. Celui-ci indiquait « La Formule 1 est un sport mondial que nous tentons activement de repositionner en tant que marque de médias et de divertissement. » Autrement dit, il s'agit de développer un storytelling puissant avant de le diffuser sur l'une des plateformes numériques les plus incontournables de l'ère de la mondialisation. Le pari a été plus que gagnant. Alors que la saison 2 bat toujours son plein, la saison 1 s'était soldée l'an passé par un succès retentissant. Loué pour sa réalisation immersive et une mise en scène à la fois romancée et objective, Drive to Survive a surtout étonné par la diversité de son audience. En effet, aussi bien les néophytes curieux que les fans de la première heure en quête d'exclusivité ont complimenté cette production. Une curiosité qui s'est, tout au long de la saison 2019, répercutée sur les audiences télévisuelles de la F1. Mais attention cependant à ce que ce cercle vertueux ne devienne pas vicieux, car montrer les coulisses de manière romancée est susceptible de provoquer un effet clairement déceptif chez quiconque souhaiterait se mettre sérieusement à la F1. À titre d'exemple, et là je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, un de mes amis avait regardé la saison 1 avec beaucoup de passion, à tel point qu'il s'était motivé pour se lever à 8h du matin pour regarder le fameux et passionnant Grand Prix de Chine 2019. Et vous vous en souvenez pas ? Moi non plus.
Moi non plus, parce que après un énième doublé Mercedes avec des kilomètres d'avance et des consignes d'équipe chez Ferrari, force est de constater qu'il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et résultat des courses, mon pote était déçu et ne s'est pas avéré plus assidu qu'avant. Donc attention au gap entre la vente d'un produit documentaire mis en scène et romancé et le véritable spectacle ou non spectacle à suivre le dimanche sur son canapé. Si les téléspectateurs de Drive to Survive s'arrêtent à ces comparaisons, et ils auraient le droit, l'audience de la F1 ainsi que celle de la série Netflix risque d'en pâtir. Si Liberty Media est souvent critiqué pour une gestion marketing trop américanisée, sa refonte de la stratégie de communication en F1 a pourtant été bienvenue. S'il reste encore difficile de mesurer l'impact de cette stratégie sur l'évolution du public réel, qui reste in fine sur les tribunes et devant sa télévision, force est de constater que les audiences retrouvent un certain dynamisme depuis 2017. En 2019, l'affluence de spectateurs a une fois de plus progressé par rapport à 2018, et l'audience TV cumulée a connu une nouvelle hausse pour 19 des 21 manches du championnat. Mais plus précisément, si l'on revient sur les objectifs énoncés au début de ce podcast, peut-on considérer que Liberty Media est en train de remplir sa part du contrat ? Premièrement, il s'agissait de démocratiser la F1 afin de brasser un public plus large, avec plus de transparence, plus d'interaction, plus d'accessibilité et moins d'élitisme. Et là, on peut dire que l'objectif est en passe d'être rempli. L'émergence de la F1 sur le numérique a notamment clairement aidé, et on l'a vu particulièrement pendant le confinement. Deuxièmement, il s'agissait de conquérir une audience rajeunie et plus active, et là encore, le contrat est rempli. Car selon une étude du cabinet Nielsen, depuis 3 ans, les nouveaux aficionados de la discipline sont à 62% âgés de moins de 35 ans. Et enfin, il s'agissait d'asseoir les conquêtes géographiques de la F1 en comblant le manque de fans, notamment en Asie. De ce point de vue, on observe quand même quelques progrès notables, avec des nuances toutefois. Car les 5 principaux marchés en audience télévisuelle, à savoir le Brésil, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, restent majoritairement européens. Pour autant, en 2019, la F1 a noté des hausses sur des marchés clés comme aux États-Unis, plus 7%, et en Chine, plus 5%. Plus significatif encore, au Moyen-Orient, la F1 a eu un total de 17,6 millions de téléspectateurs, soit une hausse de 240%. Pour autant, la communication n'est pas une fin en soi. Seule, elle n'organise pas de Grand Prix. Seule, elle ne remplit pas les tribunes. Seule, elle ne transforme pas des internautes en téléspectateurs. Et surtout, seule, elle ne permet pas de pallier les pertes colossales de la F1 face à une crise sanitaire dont on ne voit toujours pas le débouché et qui est susceptible d'avoir un impact significatif sur les bons chiffres observés récemment. Par ailleurs, le spectacle en piste doit être à la hauteur du produit vendu, ce qui n'est pas toujours le cas, et cela, le marketing ne peut pas le résoudre, au contraire du règlement et des jeux de pouvoir politique. Ainsi, à l'aube d'une crise nouvelle, le lien entre la F1 et son public demeure fragile et il ne sera pas renforcé par le simple renouvellement d'une image de marque, mais bien par la mise en œuvre de réformes structurelles. Dans ce contexte, beaucoup comptent sur les nouveaux accords Concorde récemment signés par toutes les écuries, ainsi que sur le virage réglementaire de 2022 en vue de répondre à ces enjeux. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous pensez de la stratégie de communication de Liberty Media pour la F1. Et au-delà de ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker ce contenu si vous l'avez aimé. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de F1 La Loupe. Allez, ciao!